Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de l'école des Bane, l'épisode numéro 4 si je dis pas de conneries. Ce soir on a avec nous Rafa. Bonsoir à tous, et puis bonsoir à tous. Nono, la superstar. Bonsoir à toutes, et bonsoir à tous aussi, mais bon, intéressez-moi. Et un nouveau venu qui va faire des interventions régulières en tant que membre officiel de l'école des Bane, c'est Zex. Bonsoir. Salut à toi Zex. Donc pour nos millions d'auditeurs qui te connaissent pas encore tout à fait, est-ce que tu peux succinctement te présenter en tant que joueur de War Machine, j'entends? Oui, complètement. Donc je suis un joueur parisien. J'ai plu beaucoup du côté du méta versaillais, un petit dédicace à Yule, en passant. Et sinon avec les Ludo Boys qu'on voit de plus en plus régulièrement en tournoi. Sinon à part ça, je joue Signar et Everblight. Et au passage, tu vas juste jouer au WTC cette année. Oui. Quand même. Dans la même équipe que PA d'ailleurs, Lumière du WTC 2014. Où tu as fait un résultat pas dégueulasse. Ça fait aussi tant coup, ne comprends pas. T'as fait 3-2, c'est ça? J'ai fait 4-2. Oui, il y avait 6 parties, 4-2. Avec du Signar, donc. Avec, c'était quoi tes listes? Primalais, je me souviens. C'était... ouais, c'est ça. Primalais, et il y avait Epic Kane, que j'ai joué une fois. Ok. Bon, voilà. Donc, tu seras notre spécialiste Everblight Signar du podcast, a priori. Plutôt, hein, c'est ça. Ça me fait très plaisir. Bienvenue par là. Sans plus attendre, on va débuter. Donc ce podcast sera dédié à un casteur mercenaire, une fois n'est pas coutume, une faction qui est chère dans le cœur de notre cher Rafa, n'est-ce pas? Oh oui. Et donc quel sera ce casteur, Rafouz? Ça sera l'ami Bartolo, quelle surprise. L'ami Bartolo. On t'adore. Donc je vous rappelle encore vite fait le principe. Dans la partie 1, on va vous raconter un petit peu ce qu'il y a sur la carte de l'ami Bartolo. Dans la partie 2, on va vous raconter comment ce caster se joue dans un milieu compétitif dur, évidemment. C'est un peu le but du podcast. Et dans la partie 3, on va vous dire comment est-ce qu'on peut le contrer, ce caster, dans ses compos difficiles, ses compos durs. Voilà. Et sans plus attendre, on va enchaîner. Je dis beaucoup sans plus attendre, je crois. Donc en attendant, on va enchaîner sur la partie 1. Allez Nono, c'est à toi le mic. Alors, Montador, on a affaire donc à un mercenaire Warcaster avec des stats que je qualifierais dans la moyenne. Bon, on va faire à peu près la totale. Il se déplace normalement, il a mat 7, rat 5, donc une rate un peu faiblarde, mais bon, avec un spray 8, on va dire que rat 5 ça reste jouable. Def 15, arme 16, donc un chouïa dans le bon côté des niveau défense, et 17 PV. Et torse, à ne pas sous-estimer. Tough, donc. Ouais, tough, ouais. Moi, je trouve que c'est des stats défensifs plutôt corrects. Oui, non, je dirais que c'est entre le moyen et le bon, on va dire moyen plus ou bon moins. Surtout tough, mine de rien, ça peut faire de sacrées blagues. Il y a aussi un truc en plus, c'est qu'il a Blood Quenched. C'est-à-dire plus en force, plus en armure pour chaque living enemy model qu'il a détruit en corps à corps dans son activation. Ça, c'est Vlad 3, c'est ça aussi? Vlad 3 là aussi, il me semble qu'une des Makeda, peut-être les 2, les 3. Ah, Makeda 3 doit l'avoir aussi, si je dis pas de conneries. Après, niveau de son arme, dont j'ai déjà parlé dans son spray, donc il a un spray 8 pot 12. Bon, qui est toujours bon à prendre parce qu'un spray, bon, il y a les covers, bon, seigneur tout se fait élévation, gagnons du temps. Et Red Tide, son arme de mêlée, donc une épée avec un nom cool, mais qui ne fait rien d'autre à côté. Notons aussi qu'il a Overtake, qui devrait, Rafa nous le confirmera ou non en partie 2, jamais lui servir, ou alors en toute fin de partie, tous les 30 games ou quelque chose comme ça. Ou alors c'est qu'il y a un truc qui s'est pas passé comme prévu, quoi. Alors vraiment pas comme prévu. Par exemple, le Kane 2 qui se téléporte à côté de toi et qui rate son assa, des trucs comme ça, quoi. Voilà. Rater son assa avec Kane 2, ça n'existe pas, ouais. Je vois pas comment, quoi. Enfin, passons à sa liste de sorts. Je vais commencer par les plus utiles, histoire de dire qu'ils sont utiles. Et après, on passera les autres vite fait, parce que voilà. Alors, notons d'abord Hotshot. Target model in this battle group, blablabla, get boosted ranged attack damage rolls. Donc les jets pour toucher du Jack qui se prend l'upkeep, c'est un seul, sont à dégâts boostés au tir.
Donc notons que sur une AOE, ça voudrait dire tous les jets de dégâts sur la AOE, évidemment. Et il a aussi Batten Down the Edges. Donc on va remercier Privateur Press de mettre des sorts avec 4 mots dedans. Ce qui veut dire fermer les écoutilles, au passage. Oui, en plus. Ah putain, tu sens le gars de la marine, quoi. Il l'a déjà dit, ça, en Irak. Je m'en souviens. C'est ça. Et enfin bon, pour le coup, derrière ce nom se trouve un sort qui nous donne plus 3 armures, moins 2 def pour un round sur le battle group, c'est-à-dire y compris sur Montador, qui va donc passer à 13-19. Bon, alors, c'est pas un sort qu'on lancera juste pour lui, parce que s'il compte 3 focus, il sera a priori à 15-19. Mais par contre, ça veut dire plus 3 d'armure sur des Walljack qui comptent quand même plus sur leur armure que sur leur def. Notons un deuxième point, ce n'est pas un upkeep. Oui, et c'est donc important. Eris, exactement, Eris et Purification peuvent se gratter pour le virer. Au mieux, vous allez pouvoir l'ignorer. C'est pour ça que c'est un bon sort. Hotshot, on va dire que c'était pas un bon sort, jusqu'à qu'il y ait un modèle, Rafa nous dira lequel, qui a permis d'exploiter ce sort de manière merveilleuse. Oui. Exactement. Avant ça, bon ben... Oh, ça, c'est du suspense. Hein. Ouais. Tu te débordes sur la partie 2, mon petit nono. Concentre-toi, concentre-toi. Donc ensuite, Broadside. On va dire que le sort est un chouïa plus utile ici que chez Cador, parce que au moins on Jack on part à 4. Reste que c'est une vaste blague. Il a Deadweight qui est Alors probablement Broadside sympa. qui fait. Dis vite fait quand Ah même. pardon. Bah il fait tirer le battle group. Mhm. Donc vous avez droit à voir vos Jack louper leur cible Donc, tout le battle group. avec 3 focus moins sur Montador. Pour 3, tout le battle group tire une fois, quoi. Oui. Y compris Montador. Ouais. Ça reste... C'est très situationnel, quoi. Par contre ça compte pas un weapon rough. C'est bien avec Hotshot. Oui, potentiellement, si t'as 3 focus acclamés, mais... C'est-à-dire qu'avec Baton Down the Edges et Hotshot, t'as déjà dépensé 4 focus. Si Broadside, c'est un sort qui coûte 3, pour des résultats quand même vachement aléatoires. Bon, enfin... De toute façon, si t'as Partie dépensé 4 décidera, focus, mais... t'as 6 de focus avec Scaster. Oui, pour ça je dis que ça va être chaud de le lancer. Ouais. Ensuite, il a Deadweight, qui est quand même mieux. Alors, le problème, c'est, à ma connaissance, il n'a pas Dark Note pour le lancer. C'est un sort offensif range 8. Donc, a priori, il sera pas lancé souvent. Par contre, comment il fonctionne? C'est un range 8 po 12. S'il détruit un ennemi living or undead modèle, tu choisis un modèle à 2 pas du modèle détruit. Et alors, pensez bien à dire à votre adversaire, retire pas du jeu avant qu'il le retire du jeu, parce que sinon ça va être la merde. Vous pouvez faire sacrifier mouvement ou action, au choix du contrôleur, à un modèle à 2 pas, quoi. Tout hasard, un Colosse, un Heavy Warjack, un Butcher 3. Ce qui est un très bon sort, en fait, dans l'absolu. C'est juste que peut-être que la faction peut pas trop l'exploiter, quoi. C'est ça. C'est à peu près ça, effectivement. D'ailleurs, on n'a pas trop dit, hein, je l'ai dit vite fait là, donc c'est un caster à 6 de focus, hein, je crois qu'on l'avait pas dit dans la présentation. Effectivement, on l'a pas dit, et 17 PV. Ça, je Ouais. crois que je l'avais dit, par contre, pour le coup. Non, mais c'est pas grave. Pour le coup, dernier sort, Powder Keg. Donc, baril de poudre, si je dis pas de conneries. C'est ça. C'est un sort à 4 focus. Qui va être lancé du coup tout le temps, d'après ce qu'on vient de dire. Et oui, comme tu dis. Si vous le lancez, c'est qu'a priori il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé. Bon, alors c'est un range 10, AOE 5 pour 14. Alors, pour AOE 5 pour 14, bon, si vous avez une vague de Kaedzi qui arrive en formation serrée, vous allez peut-être le lancer, mais... Et un tu cap de fais focus. perdre tes attaques initiales à ceux qui se font toucher. Non, sur un critical hit seulement. Ah ouais, j'allais- critical. C'est le problème, c'est qu'en plus il faut un critical hit. Donc vous avez un sort, vous allez vouloir qu'il y ait une grosse AOE, vous allez relancer sur un paquet de modèles, qu'en plus vous allez emballer pour toucher parce qu'a priori c'est l'infanterie légère qui peut vous attendre à du Def 14. Je suis vraiment pas convaincu. Et en plus, donc oui voilà, donc vous allez toucher sur du 8, un Def 14, il faut réussir à pécho un critique avec ça. Bon courage quoi. Donc à mon avis un sort assez peu intéressant, d'autant plus que avec Hotshot on va pas manquer d'AOE booster pour dégager l'infanterie légère et des trucs du genre. À mon avis, Olivier, top shot, top keep, ce partie sera 2. pas la peine. Go. Non, pas partie 2, go. C'est réservé à la partie 2 ce que t'es en train de De dire. toute façon, j'ai rien d'autre à dire. Et il me semble que t'as oublié une partie importante d'un caster. Il a un fit. Hein. Alors, c'est la préparation, Rafa. Ah, pour l'instant, cette partie est un échec total, hein. Alors là, Encore pire que Paris, il faut. Alors là, fou. Allez, non, le fit. Ah, au moins, j'ai su établir comment ça marchait, hein. Rafa.
Rappelle-moi comment un refuge marche déjà. C'est bon. Le feat Typhoon. Ouais. Donc, Typhoon, c'est un sort, un feat, qui va knockdown les modèles qui avancent dans la control area de Montador. C'est-à-dire qu'ils finissent leur advance dans la control area, knockdown immédiatement. Qui finissent leur mouvement, Ceux qui sont pas leur advance. Ce qui est une grosse différence. effectivement, Alors, advancing enemies. Non, Ah non, t'as raison. C'est les deux. là aussi. Voilà. Advancing enemy, donc vous pouvez toujours push un modèle dans la zone en question. Tu veux dire que si tu forfaites ton mouvement, tu seras pas knockdown aussi. Effectivement, attention, comme le dit le Tactical Tips, si vous changez votre direction, vous avez déjà fait un mouvement. Oui. Deuxième effet, moins 3 sur les attaques rolls pour les ennemis modèles qui sont dans la control area de Montador. Voilà. Je trouve ça un peu plus intéressant que le premier. Le problème des deux éléments de ce feat, c'est que c'est un caster a priori fond de cours et avec une control area de 12 parce que 6 de focus. Donc vous avez de rien pour un feat de contrôle, vous n'avez pas contrôlé bien loin grand chose. C'est probablement un feat à lancer si vous décidez de dominer une zone en tout cas. Enfin, je pense que la partie 2 nous éclairera davantage sur son fonctionnement. Hey, super Le transition. terme qu'a utilisé mon ami Rafa pour Ouais. qualifier ce feat était anecdotique. Rafa, c'est à vous pour la partie 2, mon cher. Ouais, alors je vais juste compléter un truc pour la partie 1, mais il n'y a pas pensé, mais c'est normal parce qu'il n'a pas des réflexes de joueur mercenaire. Il joue pour 3 contrats Bart. Donc le Highborn, le 4-star et bien sûr le contrat pirate, puisque c'est un pirate. Voilà, faut le préciser, c'est tout. Mhm. Et du coup, je commence ma partie 2. Alors Bartolo, en fait c'est un caster, on va parler de la période pré-colosse et la période post-colosse, puisque on va vite comprendre que c'est ce qui a une grosse importance. Donc avant que les colosses sortent, c'était un caster qui était très peu sorti, et qui était surtout joué pour son sort Broadside, qui permettait donc, on a dit, de tirer avec tout le battle group une fois de plus. Donc il était joué avec des battle group de tir assez conséquents. Donc je vais pas trop mettre 3 marinières par exemple. Ouais, c'était les 3 marineurs. Je vais pas trop m'étendre sur ça, puisqu'on va parler surtout de la période post-colosse. Alors je vous invite, s'il y a des gens qui sont intéressés, à aller voir sur les forums, donc Battle Group et VG. Il y a Joss, qui est un joueur mignon maintenant, mais mercenaire autrefois, qui avait fait un très bon Tactica sur Bart à l'époque. Donc si des gens sont intéressés, voilà, je vous invite à aller voir ça. Et donc c'est en 2012, il me semble, que sont sortis les Colosses, ou 2013. Bref, c'est pas très important. 13, je crois. 2013, voilà. Et donc Bartolo a retrouvé une nouvelle jeunesse avec le Galéon. Pourquoi ? Parce que de toute façon, il a 2 sorts qui sont super pour booster le Galéon, qui sont Batten Down to Achieve. Donc on l'a expliqué, il va monter l'armure du Galéon à 22, et donc pas en upkeep. Donc Nono a expliqué tout à l'heure pourquoi c'était sympa de pas l'avoir en upkeep, Fury, Ferris, etc. Et avec Hotshot, qui pouvait paraître un peu négatif sur un seul jack, c'est-à-dire booster tous les dégâts, sur un colosse qui peut tirer jusqu'à 6 AOE par tour, ça devient très intéressant. Donc une liste Galéon, Bartolo Galéon, comme quoi la puce révélateur. Qu'est-ce que ça va être ? Ça va généralement être très centré sur le Galéon. Donc en gros, vous allez avoir votre Galéon, et selon ce que vous voulez mettre dans votre liste, vous allez lui mettre plusieurs options, un peu comme une voiture en fait. Oh, Donc, quelle analogie de qualité. ouais, c'est... Non mais c'est une belle... Et la première option, alors celle qu'on aura quasiment tout le temps, c'est quasiment c'est du en série pour moi, c'est McNell. Donc pour mémoire, McNell c'est un petit solo dit artilleriste qui justement va être prise qui vaut 2 points et qui va vraiment faire du bien au Galéon. Pourquoi ? Parce qu'en gros il va tous les tours lui mettre artilleriste, qui est une capa, qui va lui mettre plus 2 en rate, donc il va passer le Galéon à 7, et qui va lui permettre de relancer ses AOE. Plus de rate pour les attaques AOE uniquement, il me semble. Pour les attaques AOE, Ouais. oui bien sûr, oui, j'ai pas précisé, mais c'est pour les attaques AOE. Parce qu'il a un Il gros va harpoon mettre- qui est pas AOE quand même. Oui. Oui, alors après, je vais pas revenir sur tout ce qui fait que le Galéon est bien, le drag, etc., parce que ça c'est quelque chose qui est propre au Galéon. Ah, c'est le roi de la drague. en Ah, ça, lui-même. c'est clair. C'est un sacré dragueur. Et voilà, donc McNell plus 2 en rate, on peut relancer les AOE, et un mini-feat qui donne plus 2 de range, pas qu'à une figurine d'ailleurs, à toutes les figurines amies qui sont dans sa zone de commandement. Donc McNell, généralement, il est toujours derrière le Galéon. Après toutes les listes. Du coup, avec Après, Hotshot, le on se reste- retrouve avec plus 2 pour toucher et tous les dégâts boostés, quoi. C'est quand même tous les tours.
c'est assez pas mal. Bon. Je trouve ça sexe. Tu trouves ça zex. Très bien. Voilà. Exactement. S'il vous plaît. Non. Donc ensuite, les listes vont s'articuler, comme j'ai dit, sur des choses qu'on va rajouter ou pas selon le souhait du joueur. Mais alors souvent, la liste typique, c'est qu'on va tout avoir, à la totale pour le Galéon. Donc Ayana et Holt. Alors plus pour Ayana que pour Holt, parce que Ayana va permettre de donner armes magiques au Galéon. Donc contre certains matchs, contre notamment Krix et Menot, ça va être plus qu'indispensable. Alors, explique quand même pourquoi Menot. Parce que moi, je lis le livre d'armée, je vois pas marqué un corporil. Alors, à quoi ça sert? Alors pourquoi Menot? Tout à fait, Jamy. Précisons. Parce qu'un Galéon comme ça pourra tirer sur des Jack Menot qui seront sous passage. Donc passage, c'est une des capas du cœur de Menot qui leur permet de ne pas se faire tirer dessus, sauf par des armes magiques. Donc retenez bien, Ayana et Holt, ça emmerde Menot, un truc de fou. Plus même que Krix, où les figurines incorporiles, si elles existent chez Krix, certes, de façon certaine, sont quand même pas si présentes que ça, et En méta c'est un peu plus anecdotique, quoi. Mais ouais. Mais même quand c'est présent, tu vois, t'as une unité, deux dans un tour max, ce qui peut faire chier, on est bien d'accord. Hein. Mais je pense que pour mes notes, c'est quand même plus important que pour Krix. Mais je suis d'accord, j'ai envie de passer méta pour tous ceux que ça embête. Tout à fait. Ensuite, dans les autres options, alors pour l'instant, on a fiabilisé le tir du Galéon, essentiellement. On voit souvent Ragman. Alors lui, Ragman, il va fiabiliser le côté poutre. Pas vraiment fiabiliser, mais on va dire forcer la chose. C'est-à-dire que, en gros... alors si tu rajoutes le Kiss of Lily, c'est plus Ragman, oui, en gros, tu peux avoir un Galéon qui tape à Pau 24. Pau 25, pardon. 21 de base. Ouais, 25, ouais. Il y a 21 avec le... Alors Ragman est presque anecdotique parce que quand on est à Pau 21, on n'est plus à ça près, quoi. Deux coups, tu casses un Jack lourd globalement à Pau 23. Ouais, je suis assez d'accord. Après, on peut commencer à faire la zone, je casse un colosse. Moi, Ragman, c'est clairement les 2 points que j'ai enlevés de ma liste. J'avais tout le Ragman avant et je m'en passe maintenant. Par exemple, justement, c'était l'overkill. Ah, t'étais en mode robot, mon petit Rafa. Il y a plus sa place dans une liste avec McBain. Bon, c'est ça. Voilà, tout va bien. Ah, alors je disais que Ragman, moi, c'est quelque chose que j'ai enlevé de ma liste, par exemple. C'est bon, ça va mieux? Ouais, c'est bon. Parce que c'est 2 points, et 2 points, on a peut-être mieux à faire avec. Et voilà, enfin, c'est de l'overkill, comme disait très bien Zex. Et voilà. Et donc pour 2 points, justement, moi, je mets plus Gorman maintenant. Et j'expliquerai peut-être pourquoi dans la partie 3. Ouais. Ensuite, on aura souvent 1 ou 2 gobers, puisque vous avez une liste centrée sur le Galéon, donc c'est toujours bien, je pense, de pouvoir le réparer. Même si, là, il est armure 22 au moment où on parle. Il va encore monter, vous allez voir, mais c'est quand même toujours emmerdant de perdre un côté sur un colosse, surtout comme on l'a dit avant, c'est le cœur de la liste. Ouais, c'est donc moi, généralement, ouais. Et par contre, je t'en joins, Gorman, tu peux y aller, hein, c'est plus pour la partie de mon ami Rafa. Je suis d'accord. Pourquoi je joue Gorman avec? Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, pourquoi je joue Gorman avec le colosse? Puisque ce qui va emmerder un colosse généralement, c'est Gorman. Et il n'y a rien de pire que d'avoir un colosse qui est blind. En gros, vous avez 19-20 points de votre armée qui ne peut rien faire pendant un tour. Enfin, quasiment rien faire. Rien faire du tout, je suis d'accord. C'est assez pénible. Tout ça parce qu'il y a un petit mec avec un masque à gaz qui a balancé une grenade dessus. Okay. Mais si vous avez Gorman dans votre liste, la technique, qui est bien connue, j'ai rien inventé, c'est à votre tour, jouer Gorman. Alors, pensez à le jouer en dernier. Oui, c'est clair. De jouer Gorman en dernier, effectivement. Et de lancer blind sur votre propre colosse. Ce qui fait que vous avez comment ça, Rafa? N'est-ce pas là une bêtise? Ben non, parce qu'on va baisser la def de son colosse, mon cher Zerg Spirit. Mais bon, baisser la def d'un colosse est vraiment grave. Je ne pense pas. Surtout quand il y a Batanote Zachis qui est passé. En plus. Donc en gros, votre colosse est blind pendant votre tour, même si c'est la fin de votre tour, et au tour de l'adversaire, il ne pourra pas mettre Black Oil, donc blind votre colosse par-dessus, puisqu'il y a une règle PP qui dit qu'on ne peut pas cumuler le même effet. On peut pas stacker 2 fois le même effet, ou plus. Hein. On l'a qu'une seule fois, on peut être blind qu'une fois. Blind ne dure qu'un round, donc votre tour qui se termine pratiquement après l'action de Gorman, plus le tour de l'adversaire, et hop, votre tour revient, et votre colosse est plus blind. L'autre manière de le dire, c'est que ça ne reset pas la durée. Oui. Et ce ruling,
C'est effectif. Je veux dire, on peut pas, parce que c'est pas vraiment mettre blind sur blind en fait, c'est prolonger blind d'un tour. Il n'y a pas un double blind. Non, on ne prolonge rien en fait. Relancer le sort, il y a pas de, tu ne prolonges pas la durée, tu ne resets pas la durée. C'est l'effet est actif, donc il ne s'applique pas. Point. Voilà. D'accord. Typiquement, tu prendrais Freezing Grip avec Epic Sorcha ou Sorcha Prime d'ailleurs. Tu pourrais lancer sur une de tes unités pour l'immuniser au Freezing Grip adverse. Mais du coup, tu te retrouverais avec une unité d'F5 en face de l'armée de Sorcha, qui est en général prête à dégager de l'infanterie gelée, donc c'est une mauvaise idée. Donc voilà. Donc Gorman est pour moi le meilleur contre à Gorman. Tout à fait. Le seul peut-être. C'est le seul en fait, tout simplement. Je sais pas s'il y a un autre effet blind. Avec buter Gorman. Oui. Avec Epic Ruger. Oui. Sinon, dans la liste des petits solos mercenaires qui vont bien, alors Silis, alors c'est un choix ou pas. En fait, tout va dépendre, puisque généralement sur vos 6 focus, il y en a 3 qui partiront tout de suite pour Baton Down à chaque tour. Puisqu'en gros. Ah, petite déconnexion de notre AFA. Alors, je vais parler de prolonger son propos. C'est qu'a priori, il y a 3 focus qui vont partir direct sur Baton Down the Edges, parce que c'est la bon bébé. Et ça nous laisse 3 focus, un qui va partir pour l'équipe Dutshot, 2 focus à allouer au Galéon. Avec Silis, on se retrouve avec un focus de type économisé qui permet d'allouer de nouveau 3 au Galéon. C'est à peu près le moment où je n'ai pas grand chose d'autre à dire pour meubler. Ouais, mais c'est ça. Mais je pense que c'est ce qu'il voulait dire de toute façon. Donc Silis fait un upkeep gratuit pour info. Je pense que c'est son utilité presque unique dans cette liste, puisqu'il me semble qu'elle donne plus de aussi à la range des sorts, mais bon. Oui. Ah, remarque, il a Dead White. Ça peut servir de temps en temps, mais bon, c'est quand même un peu anecdotique. C'est en Dead fin de White, partie Dead White à mon avis. Probablement À 8 plus. pas. Ouais. Je pense que tous les sorts qui ne sont pas Baton Down, The Edges et Hotshot, a priori, seront lancés une fois le Galéon mort, donc a priori, oui, en fin de partie, dans le bon sens ou dans le mauvais. Ouais, c'est pas fou. Bon, eh ben, il va falloir que notre ami Rafa revienne. Hein. Ah, c'est les joies du direct. Mais à la limite, c'est vrai que un Galéon, contrairement aux autres colosses, a vraiment besoin d'avoir 3 focus par tour. Ce qui, vu qu'il peut tirer et surtout il peut racheter des attaques sub derrière, il peut casser une lance sans trop de problème avec 3 focus. Même plusieurs à la fois. Avec le sort justement qui fait tirer une autre fois de Bartolo quoi. Le draguer de lourd par tour devient carrément intéressant. Je pense qu'au stade où on en est, vu que Rafa est absent, on fait que parler quand même du Galéon dont on n'a pas en fait dit les règles concrètement. Même un peu rapidement, tu vois, mais on dit ça tire beaucoup, etc. Donc on va peut-être déjà rapidement dire ces règles quand même. C'est même pas pour meubler, c'est que je pense que vraiment on fait que parler de lui, ça me paraît légitime de le faire. Donc la liste est construite autour. Tout à fait. Donc j'ai sa carte devant lui, donc il a 6 de maths, 5 de rat, 5 de speed, 19 d'armure, ça on l'a déjà dit, et 9 de def, comme quoi baisser la def, on s'en fout. Il a 3 armes de tir, donc sa première c'est un harpon, en fait, qui est range 10 po 15, et en fait, donc qui a la règle drag, c'est-à-dire que si on damage quelque chose avec cette arme de tir, on tire vers nous la cible d'autant de pas qu'on veut, c'est-à-dire en maximum 10, la range de l'arme. Donc on la tire vers nous, on la push vers nous. Voilà. Alors c'est ce qu'il faut dire, le terme de jeu est push en fait. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ça veut dire que... Oui d'accord, mais t'as dit on la tire, je pense que ça a souligné parce que, surtout pour nos amis qui débutent, War Machine est très précis avec ses mots pour définir les mouvements, et push ça veut dire que par exemple si vous faites un weapon lock ou un headlock, vous empêchez les 2 modèles d'être push, vous empêchez l'adversaire de drag votre modèle. Tout à fait. Ah là, tu empiètes sur la partie 3, Nono. Oui, c'est vrai, mais c'est plus un truc anti-Galéon qu'anti-Bartolo, j'ai envie de te dire, mais ouais. Et je vous reporte au Critical Nothing sur les Power Attack si vous voulez avoir plus de renseignements sur ces histoires de Weapon Lock et tout, mais c'est tout à fait un contre au push. Ainsi que pas mal d'autres éléments dans le jeu qui permettent de pas être push. Des feats, des sorts, voilà. Donc en plus de ça, nous avons donc une fois qu'on l'a attiré au corps à corps, on a 2 armes de corps à corps, c'est-à-dire le trident qui peut taper une fois qu'on a drag, parce que c'est comme ça la règle drag, on peut taper un coup après derrière pour 21. On l'avait déjà dit tout à l'heure avec Zex, plus une arme pour 19. Et en plus de ça, on a les 2 armes de tir dont on parlait,
donc qui fait que il va pouvoir bien ventiler. On a 2 gunports, donc qui sont des armes range 14, pot 13 AOE3. Et qui ont chacune rapid fire D3, c'est-à-dire qu'elles font toutes les deux D3 tirs. Donc ça peut nous faire 6 tirs AOE3, range 14, pot 13. C'est quand même assez énorme. Surtout si on se rappelle que tout va être RAD 7 avec Douglas McNeil, plus dégâts boostés. Plus les déviations relancées. Plus de range surtout au moment où ça serait. Voilà. Oui, et plus de range avec le mini-fit. De donc, Douglas. Typiquement, ça peut dégager une unité de Kayazi sans trop de problème. Allez, en un tour, 2 tours maximum. Quoi. Ouais. Ça fait partie de ces modèles qui font que vous voyez moins les Kayazi sur les tables. En fait, ce modèle, il est super bon parce que il peut dégager masse infanterie et en plus de ça, il a, grâce à Drag et la P plus S21, une puissance au close assez monstrueuse. Donc, voilà. Incontestablement. Donc Zex, est-ce que tu peux nous continuer un petit peu la partie 2 de Rafa? Comment est-ce qu'on continue à builder cette liste et à jouer notre Bartolo? Donc en fait souvent, enfin même pratiquement en permanence, on verra donc le Galeon qui passe d'armure 19 à armure 22 avec le sort Button Node DHS. Alors c'est pas mal, c'est comme un Stormwall sur Arcane Shield, ça commence à devenir excessivement pénible pour le casser. Mais on ne s'arrête pas là, on peut continuer plus loin. Avec un wording un peu particulier d'une référence qui n'était pas forcément prévue pour être jouée telle quelle, c'est-à-dire le petit castor croco, donc Wang Hai et Snapjo, qui ont la particularité d'être Warcaster Minion and Mercenary. Ouais. Warlock pour le coup. Donc, tout à fait. Rafa, tu es revenu. Warlock, si tu veux enchaîner sur ce que tu avais à dire, t'étais là, Rafa, on est bien d'accord. Oui, j'ai... Pendant que tu n'étais pas là, on a fini le petit Laïus sur Silice et on a décrit le Galéon, puisqu'on en parlait beaucoup. On a dit, on a parlé des règles de Galéon, et là Zex commençait à parler donc de Ronga et Snapjo. Voilà. Il aura d'un seul œil là. Donc Zex, je pense que tu peux enchaîner. Ah bon, c'est d'accord, ok, pas de souci. Et donc la subtilité d'intérêt justement dans ce build, c'est de prendre un petit, c'est pas le Wrestler, j'oublie tout le temps son nom. C'est le petit, le Bull Snapper. Le Bull Snapper justement, qui a un super animus, qui lui ne coûte 4 points contrairement au Carnivian qui lui en coûte 11, qui est Spiny Growth. Donc Spiny Growth, ce qui donne plus 2 en armure au modèle pendant un tour, donc qui est un animus, et qui pourra se stacker seulement s'il est lancé en tant que sort, et non pas en tant qu'animus, donc par Wrong Eye himself, sur le Galeon. Et donc là on commence à avoir un Galeon qui a armure 24. Ouais. Ça commence à aller bien quoi. En plus de ça, Spiny Growth a un effet qui se coule à la con qui fait que tu prends D3 damage à chaque fois. Si tu as une bête, une Warbeast ou un Warjack, à chaque fois que tu damages le Galéon. Et franchement, ça peut faire la différence quand on commence à multiplier les attaques sur un colossal, ce qu'on est obligé de faire si on veut le tomber. On a vite fait perdu un côté ou un cortex. Effectivement. Sur 4 attaques en moyenne, ça fait 8 PV, donc ouais, facilement un petit côté quoi. Ouais. Ok, donc Rafa, là, on a abordé pas mal de points sur la construction de liste avec Bartolo. On regardait Snapjo, le Bull Snapper, le Galéon, les petits solos. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter pour cette partie 2 ou est-ce qu'on est bon? Bon, on commence à être pas mal. Bon, on peut rajouter qu'on aura quand même souvent une unité à haute def qui viendra compléter un peu le tout. Donc souvent les Nice Hunter, parfois les Kayazi. Et on peut quand même faire un petit mot sur le fait qu'il y a une école, il y a des gens qui jouent avec un Vanguard, qui jouent à liste avec un Vanguard, donc en enlevant souvent Yamaïol, c'est souvent eux qui disparaissent au profit du Vanguard, puisque bon, l'intérêt, enfin la difficulté quand on joue cette liste, ça va être de protéger Bartolo de l'assassinat. Ok, bah ça me fait une transition magnifique. Partie 3, comment jouer contre Bartolo, mon cher Rafa? Alors, comment jouer contre Bartolo? Donc, en fin de compte, on l'a dit, la menace principale, ça va être le Galéon, donc ça va être comment gérer le Galéon. Le joueur Bartolo va avoir 2 tours pour passer son Galéon, en gros, généralement, s'il a l'initiative, et le mettre dans une zone. S'il n'a pas réussi au bout des 2 tours, déjà vous avez pris un énorme avantage, puisque comme on l'a vu, la liste, il n'y a pas beaucoup de monde sur la table, et au scénar, il va être vite mal. Ce qui fait que c'est une liste qui va être très dure pour affronter sur un scénar à zone centrale. Mais sur des scénars où il y a plusieurs zones, donc une à gauche, une à droite, ça va généralement être
la première chose à faire, c'est essayer de gratter des points au scénar. D'accord. Ok. Donc il pas serait une présence gigantesque, quoi, Ouais. au scénar. du fait de la tripotée de C'est solo souvent plus le le Galéon. problème, c'est Il a pas beaucoup de monde, quoi. c'est que voilà, on va mettre Galéon dans une zone qui va donc être contester la zone, la dominer, la contrôler, pardon, tout ce que vous voulez. Mais après tout le reste de la liste, comme on l'a articulé, c'est-à-dire avec des solos qui vont booster le Galéon, vont avoir tendance à être placés en arrière. C'est pas du solo qui va les poutrer, à l'exception peut-être de Holt qui sera un peu plus en avant mais qui mourra assez vite, et de Snapjo qui pourra éventuellement s'avancer, mais avec la zone de commandement de Rongai qui est de 8, il pourra pas non plus aller trop loin. On rappelle, je pense qu'on l'a pas dit, on n'a pas trop décrit Rongai et Snapjo, mis à part que c'était une unité de Warlock. Rongai a un Animus qui le protège énormément, hein, qui est Attends. Submerge. Je vais permettre de commencer par dire que c'est quand même une Heavy War Beast crocodile. Tout quoi. à fait. Non mais on va pas décrire à fond. Voilà, il y a une Warbeast et un petit Warlock. Et du coup, l'animus de ce crocodile, c'est au submerge. On peut pas le targeter à la magie et au tir. Du coup, on peut protéger Rongai et Snapjo avec cet animus. Pour ça qu'on peut le projeter un peu en avant. Voilà. Alors aussi, une des clés pour avancer, pour combattre cette liste, si on est sur les crocos, c'est d'essayer de tuer Rongai. Puisque bien sûr, si Rongai meurt, Snapjo meurt aussi. Tout à fait. Il disparaît de la table tout de suite. Il y a des joueurs qui ne le savent pas, ça, mais si C'est vous plus tuez... facile à dire qu'à faire, hein, quand même. ouais, avec Voilà. submerge, c'est pas facile, c'est sûr. Et Par si jamais contre, le Le Blue joueur Snapper mercenaire lui, s'enfuit, c'est ça? Il devient wild, ouais. Ouais. Je me rappelle même pas des règles de wild là-dessus, tu vois. C'est dire à quel point c'est Ouais. facile de tuer Rongai. Mais bon. c'est pas évident, mais on peut tomber sur un joueur mercenaire qui va oublier de le lancer submerge ou qui va vouloir faire autre chose avec sa furie. Ça peut arriver. Mhm. Effectivement. Bon, il oubliera de fitter, là, ça deviendra tout de suite beaucoup plus facile. Mais bon. On disait, on n'a pas trop élaboré dessus, on disait que le fit est un peu pas excellent de Bartolo, c'est-à-dire que quand on est en face, le fit va pas trop nous impacter. Alors, c'est un bon fit hein, en soi, mais le problème c'est que Bartolo aura tendance à être joué en arrière. Ouais. Donc derrière son Galéon tranquillement, et que déjà derrière le Galéon ça fait déjà 6 pouces. Ouais. Et que sur 12 pouces de menace, c'est pas exceptionnel. Donc en fait, c'est Ah bah, juste quand même, 17 PV, armure 19 sous Button Down DHS, plus Toff, ça commence à... Enfin, il peut poser ses couilles dans la zone, quoi, le monsieur, normalement. Un petit C'est peu. aussi c'est une façon de le jouer, ouais, de le jouer en avant. Mhm. Mais c'est risqué. Mais comme tu dis, oui, c'est pas déconnant de le jouer en avant. Hein. Et quand je dis derrière son Galéon, ça va être les premiers tours, mais faut pas avoir peur non plus d'avancer avec Bartolo pour le feed justement. Donc, tu disais jouer scénario, première chose. La deuxième chose qui saute aux yeux, de toute façon, dans cette liste, c'est que si on a une mécanique en face pour résister au tir, quelle que soit cette mécanique, ça va probablement gêner la liste Bartolo. Alors voilà, tout ce qui va être style, donc tout le style sera tendance à énormément gêner tout ce qui est mercenaire en général. Mais évidemment après tout ce qui va être Claude, etc. Donc je pense au Eric Lemmer, toutes ces bêtises là. Enfin, là oui, c'est sûr que dès qu'on pourra avoir une mécanique comme tu dis qui va gêner le tir, on va être plutôt pas mal sur cette liste là. Mhm. Donc là, on peut citer plein de choses. Hein. Le Witch Coven, les Claudes des druides, le Eric Lemmer que tu as cité, le Stealth en pagaille chez Krix. Y a... Les Trenchers, on les oublie souvent, mais Les Trenchers. ils peuvent le faire. Ouais, tout à fait. Les casters avec comment s'appelle le sort que notamment à Lilith 2, Shadowpack, c'est ça? Le voilà, Shadow. KA2. Ouais, et KA2 qui rend stealth le battle group. Donc voilà. Surtout, ce à quoi je pense, c'est la possibilité d'avoir des blagues à base de Naga qui vont ignorer tous les bonus d'armure qu'on va empiler sur le Galéon. Ah, donc là tu enchaînes sur quelque chose d'autre. Donc tu enchaînes plutôt Nono sur l'aspect tuer le Galéon, qui depuis le début on le dit est la pièce centrale de cette liste. C'est bien ça. Ouais. C'est effectivement ce que j'ai fait. Voilà, tu veux pas plus en parler. Alors le mec super le Je suis Ouais, super, c'est ça. Blessed, il y a C'est quoi? vrai, Il y a Galante aussi qui est Blessed, si je dis pas de conneries. Ouais, Il y ça pourrait a casser le Galéon. le Pure Blood qui peut le Les donner. Vengeurs. Blessed paraît être par contre assez
obligatoire si on veut le tuer, quoi. Oui, et c'est pas super présent dans le jeu non plus, donc à mon avis, si on peut le faire, c'est bien, mais c'est pas un truc qui répond de manière générale au problème, c'est par faction vraiment. Ouais, ça, parce que pareil, en main note, il va y avoir les exemplaires vengeurs, qui vont être une vraie plaie pour le Galéon à ce moment-là. Et puis, ce qu'on voit souvent, c'est Naga, il l'a dit, non. Et donc, oui, on arrive à tout ce qui peut en fait péter le Galéon. Hein. Du coup, avec ça, plus le fait que tu n'aimes pas Stealth, on peut en conclure que Krix ne va pas souvent jouer contre Bartolo, a priori. Moi, j'avais cette idée que la chier de déviation allait pas te faire plaisir quand même en Krix. Bah voilà, c'est ça en fait, c'est que tu vas en Krix, tu vas avoir en effet le truc des déviations. Par exemple, c'est très rigolo de tuer une des Negras sur les déviations, et comme tu peux les relancer, c'est très très faisable. C'est un exemple. En possède, mine de rien, ça va être compliqué, hein, parce que tu pars sur du -7 sur la viande de la donzelle, en boostant tu fais 3 PV, mais... En boostant tout est boosté, ça se fait. Enfin moi je l'ai... Avec une curse peut-être, Ayana qui réussit à placer son truc. Nos amis les 7x6, elles s'en battent les ovaires de ton... Tout à fait. Ah oui, ça par contre, c'est l'horreur. Hein. C'est ça que je veux dire, tu vois, ça empile un petit peu. On a les 7x6 qui, pour notre audience, ont 16 de def et surtout sont immunisés au blast damage tant que l'UA est en vie. Et qui en plus te foncent dans la tête super rapidement, puisqu'elles peuvent engager à 18 pas en courant. On a des modèles stealth et surtout on a... Probablement, Krix est la faction la mieux armée pour contrer l'armure chez son adversaire, quoi. Donc tout ça empilé fait que c'est pas top. Alors toi, par contre, t'as une capacité extraordinaire à ventiler l'infanterie. C'est ça que tu veux dire, quoi. Ça mitige peut-être un peu. Exactement. C'est ce qui mitige, c'est que en Krix, on a souvent du mono PV, et que bon, à part ça, que 7x6 au niveau des AE, bah bon, ça a du 1 par 1, mais c'est déjà pas mal. Contre Krix, en fait, ouais, c'est mitigé. Après, bon, c'est assez vite fait, entre guillemets. Sur un 10+, tu tues la leader 7x6 quand même, quoi. Si elle est un peu avancée, ce qui sera pas forcément tout le temps le cas. Ce qui sera rarement le cas. Ouais. Elle sera généralement derrière une forêt, tranquille. Sur un 10+, il a 5 en rat, il a pas 6. Il a 5, mais avec McNeil, il a 7. Ça fait 7, quoi. Ouais, donc c'est du 9+, mais faut être à portée. Ouais. Ouais. 16, Non, c'est pas dément de le faire de temps en temps quand même, ouais. Bah après, les 7x6, ça peut être aussi le rôle de l'unité qu'on a amené en extra. Hein. Je pense que les Kayadis doivent s'en sortir honorablement, parce que pour le coup, ils seront def 16 contre les attaques de mêlée des 7x6. Alors les 7x6 ont 2 attaques, mais les assassins faut pas une mêlée aussi. 9. Mais bon, elles partent à 6 de maths, quoi. Moi, je fais souvent la liste avec doublette de KZ, souvent à côté du Galéon. Pour contester, pour aller faire chier tout le monde, c'était pas mal. Ah, les doublets de KZ, c'est toujours drôle. Donc on a dit, tuer le Galéon. Donc a priori, on n'a pas beaucoup d'autres moyens que mitiger l'armure pour défoncer le Galéon, de toute façon. Ou alors envoyer beaucoup de choses dessus. Ouais. Moi, ça m'est arrivé. Alors le type voulait vraiment le péter, mais c'est vrai qu'une fois qu'il est pété, il faut bien se rendre compte que le joueur mercenaire va avoir du mal. C'est avec, par exemple, c'est l'exemple qui m'est souvent arrivé ces derniers temps, c'est double stalker sous primal. Ça peut le tomber. Ouais. Ou en tout cas, vraiment. Sous primal, il tape à moins de 4 qu'il le tombe. Bah, s'il y en a 2, ça donnerait 2, même 2, c'est pas beaucoup. Ouais, faut virer la il a 58 PV, le bonhomme, mine de rien. Faut l'avoir à moitié. Des jets de folie, ça suffit pas. Hein. Mais tu dois pouvoir virer l'animus avec un Purif de Morvana, par exemple. Purif, tu vas virer, il sera à 22 d'armure, ouais. C'est pour ça que j'ai quand même quelques doutes sur... arrêtez-moi si j'ai une connerie, hein. Sur le... Comment ça s'appelle ? Le Bull Snapper ? Je t'arrête. Le Bull Snapper, exactement. Bon bah, ok. Non, je t'en prie. Bah, ça fait quelque chose que tu peux enlever, certes, après, tout le monde n'a pas accès à RIS2, elle va pas être dans toutes les listes. En plus de ça... Attends, tu fais du sarcasme là, rassure-moi. Ah, pas du tout. Et en plus de ça, Purification n'est pas si présent que ça non plus. Et en plus, ça va... c'est un excellent troll, Zerg. Non, mais surtout que... Je vous arrête tout de suite. Faire un Purif avec Morvana 2, c'est jamais anodin. C'est donc là on citait Morvana 2. Je vois qu'un caster qui peut le faire de manière totalement anodine, caster qu'on a déjà couvert, qui s'appelle Veil 2. mais faire une purif à son adversaire pour virer un pauvre animus de merde qu'on a mis sur son Galéon qui fait plus de armure, bon.
crois qu'il y a Chaos 3 qui a un purif gratuit avec son fit. Ouais. Mais oui, en tout cas, c'est enlevable. Mais à mon avis, ça justifie pas forcément de se dire bon bah je vire Wanga et Snapjo de la liste. Hein. Mais bon. Voilà, en fait, ce qu'il faut se dire avec pour le module Wanga et Snapjo, c'est que c'est quand même plus Bull Snapper, c'est que c'est 12 points quand même. Donc si on le prend pour le Bull Snapper et les 2 points en plus d'armure, ça vaut pas le coup. Faut pas le prendre que pour ça. Faut bien se dire que voilà, c'est quand même une liste lourde en plus qui a pas pompé le focus, etc., etc. Faut. Donc en tout cas, la solution qu'on est en train de dépeindre, si on joue une gunline, c'est pas une bonne idée contre Galéon. Parce que Galéon est une armure de malade, en général on va avoir du mal à percer de l'armure de fou au tir. Bon, Galéon Snapjo, pareil, ils ont submerge, donc on va rien pouvoir leur faire au tir. Si on a une gunline, il faut pas la sortir contre Bartolo, quoi. Ouais. Ça dépend. Je dirais que Gorman ne vient pas complètement inutile, certes il peut pas Black Oil, il peut quand même rajouter la Rust Bomb. Si on réussit à avoir entre Ragman, Ayana Enolt et Gorman 2 debuffs sur les 3 qui passent, on doit commencer quand même à arriver au niveau du tombable. Mais enfin, c'est à moins d'avoir une liste qui est équipée pour, et après il faut aussi les heavy qui aillent tataner que ce qu'il faut, quoi. Rafa, est-ce que tu vois d'autres moyens qu'on n'a pas évoqués pour tomber cette liste? Alors pour l'embêter. La meilleure solution, c'est d'éviter le Galéon, je pense. Tout simplement, hein, c'est de l'ignorer. Et de prendre tout ce qui peut ignorer le Galéon, pardon. Donc Arcing Fire, les MHSF, Tarin si on y a accès, hein, c'est très rigolo. Et d'essayer de se faire se bomber Bartolo. Ok, donc c'est l'Assad Bartolo, quoi. Je pense que c'est une très très bonne solution. Donc on a dit que Bartolo il pouvait monter à des stats défensifs corrects par contre. Il peut monter à une très bonne armure. Si je dis pas de conneries sur les MHSF, ils ignorent les bonus qui rajoutent de la def ou de l'armure. C'est-à-dire que je crois que sur un sur un Baton Down the Edges, il va pas ignorer le moins de def, mais ignorer le plus 3 armes. Tout à fait. Oui, c'est ça. Ce qui est rigolo. Oui. Je peux te le confirmer parce que j'ai jamais fait la bêtise de sortir cette liste-là contre du Syrah. Pour le coup, est-ce que Syrah est si bien que ça face à cette liste? Je dis ça un peu innocemment, mais parce que ton caster va pas trop vraiment être assassinable au MHSF déjà en tout cas. Donc moi je sais pas, hein, c'est vraiment peut-être naïvement le match-up qui me plaît pas avec cette liste. Hein. Bon, ça dépend évidemment des casters. Le Blinding Light sur le Galéon, tout le monde aime ça. Ouais. Ah oui, effectivement, là je pense qu'on a un hard counter. Garanti à chaque tour. Et garanti à chaque tour, il neutralise complètement le Galéon. Ouais. Tu peux rappeler ce que fait Blinding Light pour notre auditoire, Nono? Oh putain, je risque de me merder. Il t'empêche de faire des sorts, des magic attack, et je crois que c'est tout. Et des range d'attaque aussi. Au passage, parce que sinon... les rages. Si, les rages, excusez-moi. Un petit, l'instant d'avant. Ouais. Voilà, bon bah Nono, tu as le Gonzo de la honte. Je te le donne virtuellement, bien sûr. Donc c'est ça, on peut pas faire de round ou de magic attack et on a moins de def. Comment c'est Gonzo en morse, Rafa? Ah, la blague morse. Que j'ignore comme prévu. Ok. Donc non, sinon en fait un point qui n'a pas été évoqué, et je pense Rafa tu l'as déjà vécu, c'est que cette liste est centrée globalement autour de 4 modèles. Bon, il y a Galéon, il y a Wanga et Snapjo, et il y a ton caster. Il y a énormément de soutien. Ouais. Parce que je vois souvent énormément de soutien, à peu près 10 points de soutien entre les solos. Il y a Iris 3, Iris 2 qui traîne, Gorman, Ragman, McNeil. Et en fait, il n'y a pas grand chose d'autre à côté. Donc souvent, en fait, tes quelques figurines sont concentrées en un point. Et tout autour, en fait, l'armée adverse peut se déployer, peut limite, en fait, contourner le Galéon et commencer à tirer sur les soutiens, voire le caster. Je sais pas ce que tu en penses. Rafa n'en pense pas grand chose en ce moment puisque notre légion multiplex vient de céder, mais je pense effectivement que le moindre de ces solos que tu dézingues, le plus tu défonces l'efficacité de l'armée. Ça, je pense que là clairement tu as abordé un point qu'on n'a pas abordé et qui est très important effectivement. Je pense que rien que tomber, bon c'est peut-être un peu le plus important de tous, mais McNeil, ça fait une différence énorme, je pense. C'est un sentiment surtout, l'armée n'est pas très étendue sur la table.
Là, par contre, c'est pas un Elle est sentiment. très concentrée, donc il n'y a pas beaucoup de... Alors Nono a un talent particulier pour parler en même temps que les gens. Donc allez. N'importe quoi, c'est les gens qui ont un talent particulier pour aller en même temps que moi. Alors vas-y Zex, dis ce que tu voulais dire. Non, je voulais dire simplement, donc c'est dans le point que j'évoquais, c'était que la liste couvrait peu au niveau proportionnel la table en fait. Elle était très concentrée, vu qu'il y a que très peu de modèles, et il est facile de la déborder. Voilà, c'était tout. D'accord. Et c'est un peu difficile quoi pour le joueur mercenaire de gérer tout. Donc avant de passer sur ce que Nono voulait dire... Non, c'est bon, c'est déjà dit. Ok, excuse-moi. Ça veut dire que la vitesse peut être carrément un point important contre Bartolo. Non, simplement l'avantage numérique. En fait, il faudrait avoir un support visuel pour vraiment bien le voir, mais il est difficile de couvrir par exemple, les deux zones du scénario avec ce genre de liste. Parce que, c'est ce que disait Rafa au tout début. Quoi. On va avoir le Galéon qui va tower dans une zone, qui va être dans une zone, et finalement le reste de l'armée s'entrer autour, et on va pas pouvoir gérer les deux zones. Quoi. Exact, tout à fait. Donc Rafa, tu viens de revenir, c'est ça ? Ouais. Donc Zex disait qu'un aspect qu'on n'avait pas abordé, donc c'est les 10 points ou pas loin de solo qui étaient à côté, et que le moindre qu'on tue, donc on casse l'efficacité de ton armée de façon parfois assez significative, et que tu vas avoir une armée concentrée en très peu de modèles, donc facilement débordable en termes de numérique. Et en termes de gestion de zone, tu vas pas être top non plus. Ouais, bah c'est ce que je voulais dire au début quand je parlais du scénario. Hein. Ça c'est sûr que... Et c'est pour ça que justement, à mon avis, la liste est un peu en train de disparaître des tournois, c'est que il y a de plus en plus de grosses pannes d'infanterie. Et que on ça évite, Pescar par exemple. Ouais, et on évite déborder. Si tu devais hiérarchiser les solos de soutien à tuer, tu vois dans quel ordre le plus important à tuer en premier, etc. Comment tu... Pour moi, le plus important à tuer, c'est Gorman. D'accord. Gorman, s'il y a Gorman dans notre liste, parce que sinon oui, il est si on a Gorman dans la liste. Après, devant McNeil. Oui, devant McNeil, puisque McNeil, ça va être un bonus qui sera très sympa pour le joueur mercenaire, mais qui en fin de compte, ça va pas faire tourner la partie. Alors le bonus est super intéressant, mais le Galéon pourra continuer à marcher sans. D'accord. Surtout qu'en plus Douglas, je pense, je vais peut-être dire une connerie, hein, mais est plus important dans les tours de début de game qu'en fin de game quand même. Donc il apporte toujours le plus 2 pour toucher, qui est toujours sympa, hein. Mais tu peux plus forfait en fin de game, t'as moins besoin du bonus de portée, bon toi en même temps c'est un mini-fit. Ouais, tu le fais souvent assez rapidement le mini-fit. Ouais, c'est vrai. Ouais, donc non, c'est une connerie en fait, t'as toujours besoin de plus 2 pour toucher de toute façon. Oui, c'est toujours bien. Après, ouais, c'est... et puis bah si on l'a dit, mais Rongai, si on peut tuer Rongai assez rapidement, mais bon, comme on l'a aussi souligné, c'est pas évident. Ouais. Submerge. Voilà. Et Électrolip. il a 16 ou 17 d'armure, je crois, hein. C'est pas facile les électrolypes sur lui quand même. Il a 16 d'armure. Ouais. Effectivement. 16 d'armure 8 PV, c'est ça ? Ouais. Mais si t'as que ça, t'as que ça. Du coup, une liste Nemo avec les électrolytes boostés aux dégâts, ça peut être quelque chose. Ah, le problème de Nemo, en fait, tu tires sur le Galéon et tout ce qui est à côté pour les électrolytes boostés. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'on colle généralement les gobers au Galéon pour que ce soit qu'ils prennent au cas où. Hein. Gober Tinker. Ouais. Je voulais dire quelque chose, tout à l'heure on n'a pas trop pu l'aborder en partie 2 qui était un peu chaotique. Si on n'a pas le module Rongai et Snapjo, qu'est-ce qu'on a en fait ? On retourne un tout petit peu dans la partie 2 pour ça, mais on se centre beaucoup autour de Rongai et Snapjo. Est-ce qu'il y a des alternatives jouées fréquemment ou... Alors il y a des gens qui vont mettre un jack de close. Ouais. Qui aiment bien, mais c'est assez... Enfin, je l'ai vu rarement. J'ai dit le Vanguard. Ouais, le Vanguard. Ouais. Mais grosso modo, c'est surtout Rongai et Snapjo et le boost snap. Ça revient vraiment souvent parce qu'on est vraiment axé sur l'armure et que c'est très focus over comme liste puisqu'on a déjà les 3 points par tour pour Battendon
les 4 si on n'a pas pris Silis pour Hotshot. Et généralement on aime même mettre 2 ou 3 focus sur le Galéon pour rentabiliser, ou alors camper pour Bartolo pour encore monter l'armure si on l'expose comme disait Dex tout à l'heure. Et l'avantage de Mongaïa Snapjo, c'est que on a toujours cette bête indépendante qui va pas coûter de focus, on a ce +2 en armure avec le Bull Sniper. Et en plus, on a quand même quelque chose qui peut les contester, prendre des zones, ce qui, on l'a dit aussi, était une faiblesse de la liste. Donc en fait, c'est un module qui, on a tendance à focaliser sur les plus en armure, comme j'ai tout à l'heure, mais ça apporte beaucoup de choses, je trouve, à Bartolo en tout cas. Ouais. Une fois de plus, ça va peut-être pas être exceptionnel contre Krix, où ils perdent un petit peu d'efficacité, Longai et Snapjo. Puisque Longai a des petits bonus contre les living. Ouais, ça va être meilleur contre le living, c'est sûr. Ouais. Est-ce que tu vois quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, mon Rafa? Le truc qui va être très très pénible aussi pour cette liste-là, ça va être toujours dans le pourquoi c'est en train de disparaître, contre tout ce qui va être armure avec beaucoup de multi-PV. Armée avec beaucoup de multi-PV. La MMM. Parce que vous allez prendre un temps fou pour dans l'exemple de la MMM pour buter un warder. Alors que théoriquement on est là pour ventiler quoi. La MMM, on rappelle, Miserable Mid Mountain, c'est liste troll, donc c'est doublette de warder, les champions, donc encore une unité multi-PV, la pierre et le plus souvent Grisel 2 qui donne un yielding, et du coup ça fait un gros module multi-PV avec énormément d'armure qui vous fonce dessus. Voilà. Et tout ce qui va aussi pouvoir dans un autre registre engluer le Galéon très vite. Et l'empêcher d'avancer. Donc jammer quoi. En gros, Exactement. Se faire jammer. Donc toujours dans l'optique. En même temps, ton Galéon, au pire il ne bouge pas, mais il peut mettre il peut tirer au corps à corps, il peut mettre ses blasts directement sur la tête des gens qui l'impliquent en fait. C'est vrai. Il perd pas forcément d'efficacité de damage, par contre il peut plus bouger quoi. J'imagine que ça peut. C'est ça. Être, et donc si t'as réussi à le jammer avant qu'il foute le pied dans une zone, là t'es pas mal. Ouais. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et en effet c'est vraiment une plaie. Ok. Donc bon. On a dit tuer le Galéon, donc arriver à contrer l'armure. On a dit jammer la liste, ce qu'on vient de dire. Empiler l'armure de notre côté. Et il me semble qu'on avait dit une autre chose. Qu'est-ce que c'était au tout début pour contrer? Le scénar. Ouais. Le scénar. On avait pas parlé de Blast aussi? Si, mais ça je l'ai dit. Contrer l'armure. Contrer l'armure pour tomber Galéon. Il me semble qu'on avait dit un autre truc, bon, ça, mais c'est pas grave. Ouais, j'ai vu assassiner Bartolo. Ah, et puis contrer les tirs. C'était ça qu'on avait dit. Contrer les tirs avec les cordes, etc. Gagner la partie, ça marche. Gagner la partie, c'est excellent. Attends, t'es en train de dire qu'en fait, il faut bien jouer. C'est ça. Merde. Ça, j'ai jamais essayé. Non, je me disais par contre, probablement que P-Butcher avec un Conquest avec Fury et le Fit, il y a quand même moyen de tomber le bestiau en face. Ouais, c'est sûr. Ou Epic Sorcha. Faut même passer les 25 elle souffre beaucoup de l'armure, mine de rien. Boucher 3, ça dépend. Je pense que si tu pars sur la même compo qui va te permettre de jouer contre... personnellement, je trouve que c'est toujours bien avec Butcher 3 de justement mettre les solos qui baissent l'armure, Ayana, Ragman, Gorman, Eris, et justement parce que ça fait que le bonhomme devient un sacré tueur de colosse sur laquelle on a tendance à un peu enfiler les buffs d'armure, genre notamment Arcane Shield, mais ici on a vu Button Down the Edges plus l'Animus, Spine et Gross, voilà, chercher le mot. Jouer Butcher 3 avec la compo qu'il faut, effectivement, je pense que c'est assez facile. Ok. Gaffe à pas se faire ça au tir quand même. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Peut-être Zex, dans tes deux factions favorites dont on n'a pas trop parlé, pour contrer, Signar et Everblight. Bah, je sais pas, 4 Avagor. 4 Avagor, allez. Non, on avait dit que la liste résistait quand même plutôt bien au tir, a priori, avec la haute armure et submerge. Non, effectivement, là, en fait, on justement une PLA, un Epicane pour voir à travers le Galéon et tirer grâce à notre merveilleuse, à votre merveilleuse d'ailleurs, Tarim Dilrive aussi, qui maintenant marche avec simplement les Friendly et plus les Friendly Faction. Donc on rappelle, grâce à l'Errata. C'est un sort, on tire sur une cible. Elle a Shadowfire
je crois, ou Ghostfire, un truc comme ça, qui permet justement aux friendly models d'ignorer la cible du tir. Donc ça n'est plus un intermounting models. C'est ça. Donc voilà, ça permet beaucoup d'assassinats notamment, alors que le Colosse bloquait la ligne de vue, maintenant ce n'est plus un souci. Ouais. Et en Blight? En Blight, le Naga Lurkwalker a été évoqué. Ouais. Blessed, pour ignorer les bonus d'armure liés au sort. Exact. Ensuite, de Saiyan, je pense qu'on n'en parle plus. Ouais, Blight, c'est vraiment un très bon match-up contre cette liste-là. Effectivement. Ouais, je ne sortirai pas contre du Blight. Contre du Signar, oui. Mais contre du Blight, non. Voilà. Et surtout, en fait, notamment, il y a 2-3 autres possibilités. Pivel, j'y pensais. Grâce à son fit, en fait, et que le fait que tu aies peu de modèles, globalement, sur la table, il est tout à fait possible de faire le tour du Galéon sans free strike grâce au fit, via le fait qu'il y ait peu de choses autour du Galéon en général, et d'entourer ton caster. Voilà. Après, c'est une opportunité, quoi, c'est une possibilité. Voilà. Tu risques pas d'avoir le Beast hors de portée ou veille au milieu de la plaine C'est 16 pas de pourquoi, quand même, mine de rien. Il y a moyen de faire des trucs. Faut retenir le Galéon de bouger probablement en faisant ça, pour survivre à ce tour-ci, mais ça doit être possible. Faut le gêner au maximum. Ouais. Ok. Bon les gars, il me semble qu'on a fait à peu près le tour. Parce que vous en pensez aussi. Rafa? Bah ma foi oui. Eh ben, c'est cool. Un caster de plus en moins, comme on dit. Un caster de moins en plus. Exactement. Eh ben écoutez, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission qui, je crois, parlera d'un caster Signar. Petit teasing. On ne sait pas lequel. Quel mystère. Pour nous, c'est un mystère encore. On ne sait pas du tout ce qu'on va faire. Darius. Et ben les gars, à plus et merci de votre participation. Bye. Merci mon cher Zerg, au revoir les gens. À bientôt. Salut. Bye bye.